C'est un club devenu un monument du football européen en moins de 10 ans. L'Atlético de Madrid de Diego Simeone est au menu de Big Five. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de l'équipe consacré aux 5 grands championnats européens. Vous l'avez compris, Marie-Amélie Motte n'est pas des nôtres aujourd'hui, elle prend un repos bien mérité. Et moi, Roland Richard, je la remplace pour cet épisode. Au programme donc, l'Atlético, club vibrant, rugueux et redoutable, mais en souffrance, meurtri par son inefficacité offensive et par le retard pris en Liga. Avec forcément cette question à l'esprit, le volcan Simeone embrasse-t-il toujours ses joueurs ? Pour parler de tout cela avec moi, en direct par téléphone, notre spécialiste du football espagnol, Antoine Momon de Longevial. Bonjour Antoine. Salut. Cyril Olives-Berthet, rappelé après sa brillante prestation sur Leicester la semaine passée. Salut Cyril. Bonjour Roland, bonjour à tous. Et l'un des rédacteurs en chef du service football habitué des lieux, Emmanuel Beaujean. Hello Emmanuel. Hello Roland. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on peut commencer. L'exubérance, la passion et les succès de Diego Simeone ont marqué notre génération, peut-être autant que le génie de Guardiola ou le charisme de Mourinho. C'est en décembre 2011 que l'Argentin prend la tête des Colchoneros. Il a depuis bousculé l'hégémonie du Real et du Barça en Liga avec un titre en 2014, mais aussi secoué la vieille Europe. 2 Ligues Europa en 2012 et 2018 et 2 finales de Ligue des Champions au milieu en 2014 et 2016. Sauf que cette année, l'Atlético est à la peine. Une qualification à rien laborieuse pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et une 3e place en Liga à 8 points des leaders, le Barça et le Real. Clairement, le bas blesse offensivement. L'Atlético n'est que la 12e attaque de Liga. Avant d'essayer d'expliquer les origines de cette anémie offensive, messieurs, est-ce que vous êtes inquiets ? Est-ce que vous sentez un léger effritement de l'Atlético de Simeone au fil des ans ? Bah oui, là, moi je pense que on peut parler d'une fin de cycle de l'Atlético de Simeone. Il a aussi, il faut dire, une des équipes les plus faibles qu'il a jamais eu dans son ère, à cause de plusieurs facteurs, notamment les départs de Griezmann et de Godin, qui ont laissé un énorme vide. Et puis on en reparlera peut-être aussi, cette cascade de blessures. Donc il doit composer, il doit bricoler, il doit mettre Saúl Ñíguez latéral gauche. Et voilà, c'est très compliqué pour lui cette saison de faire une équipe qui tienne vraiment la route. Emmanuel, est-ce qu'il a toujours le feu sacré ? On rappelle qu'il a été prolongé jusqu'en 2022 et qu'il est l'entraîneur le mieux payé au monde, 22 millions d'euros net à 49 ans, Diego Simeone. Ouais, c'est quelque chose, 22 millions d'euros net quand on retire les charges et l'impôt sur le revenu. Si on le rapporte à quelque chose de mensuel, ça fait du 3,6 millions d'euros brut cette fois-ci. Mais ça veut dire qu'il est mieux payé qu'un Griezmann, qu'un Suarez. Il est certes derrière Messi, mais c'est un entraîneur superstar puisqu'il est devant Zidane, il est devant Quique Setién qui vient d'être nommé au Barça. Ça fait maintenant 10 ans bientôt 10 ans, il est arrivé en 2011. Donc le cycle est long et c'est sûr qu'on peut sentir un essoufflement. Il avait été très courtisé après ces 2 finales de Ligue des Champions. Il avait fait le choix de rester à l'Atlético, notamment parce qu'il y avait le projet de nouveau stade avec le Wanda Metropolitano. Et comme le disait Cyril, c'est sûr qu'avec tous ces départs, parce qu'il y a eu Griezmann, il y a eu Godin, il ne faut pas oublier non plus Rodri. Et lors des années précédentes, il y en a aussi qui sont partis petit à petit. Je pense à Théo Hernandez, à Carrasco, à Miranda. Donc c'est un effectif qui a perdu des leaders et qui du coup a besoin de se régénérer. L'entraîneur le mieux payé du monde, Antoine, justement, est-ce que tu peux nous donner ces principes de jeu, nous les rappeler rapidement ? Alors rapidement, les principes de jeu, c'est un 4-4-2. C'est une équipe où les joueurs, avant de penser à jouer avec le ballon, doivent penser à jouer sans ballon, où les attaquants sont les premiers défenseurs, ce qui est le cas à présent toutes les équipes, mais encore plus à l'Atlético. C'est une équipe qui n'hésite pas, quand elle affronte d'autres équipes de son calibre, à laisser le ballon à l'adversaire, à se recroqueviller et à jouer en contre. C'est une équipe où les milieux de terrain, Saúl, Koke, peuvent s'intervertir, peuvent changer de registre. On l'a dit, Saúl peut jouer maintenant arrière gauche, mais peut jouer milieu gauche, peut jouer relayeur. C'est une équipe qui opère une pression très vive à la perte du ballon, et une fois qu'elle a perdu le ballon, se recroqueville beaucoup. C'est une équipe physique. C'est une équipe qui n'hésite pas à jouer la montre. On l'avait calculé il y a
il y a quelques saisons, lors d'un match de Ligue des Champions, elle avait perdu sur un match, je crois que c'était un quart de finale retour, elle avait perdu un quart d'heure juste en temps de jeu effectif, juste en faisant des remises en jeu tardives. Voilà, c'est une équipe c'est pas une équipe agréable à voir jouer. C'est pas le grand Barça tel qu'on l'imagine. C'est à peu près l'opposé. C'est une équipe physique, agressive, où les attaquants, où tous les joueurs sont obligés d'être à 100% durant toute la durée du match. Sinon, il y a Diego Simeone qui est là pour leur rappeler leur devoir. Alors tu l'as dit Antoine, Simeone fait beaucoup courir ses équipes, ce pressing est très impressionnant évidemment. Ce qu'on sait moins, c'est ce qu'il t'a dit lorsque tu l'as rencontré en 2017, c'était pour l'équipe Magazine, et il t'avait fait part de l'importance qu'il accorde à la peur, à l'état de concentration que permet la peur dans le football. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux nous expliquer ? Ouais, alors Simeone, quand on est face à lui, quand on lui parle football, au bout de quelques minutes, si on n'a pas joué au foot depuis longtemps, on n'a qu'une envie, c'est de se racheter des crampons et voilà, c'est quelqu'un qui galvanise, qui entraîne derrière lui, qui transmet beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, un peu comme un Xavi. C'est quelqu'un qui a un débit très rapide et qui regarde dans les yeux et qui arrive à hypnotiser et à faire transmettre sa passion. Concernant le fait qu'il faut pas que les joueurs s'endorment, qu'il faut toujours être sur le qui-vive, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que aujourd'hui l'Atlético a un très gros budget, le 3e de la Liga, un des plus gros d'Europe, mais il n'aura jamais un budget équivalent à ses adversaires au niveau européen. Donc, les attaquants que recrutera l'Atlético, ce sera des attaquants de niveau européen, peut-être pas de niveau mondial. Il y aura meilleur qu'eux. Et cette différence de niveau, c'est par l'agressivité, c'est par le fait d'être sur le qui-vive, c'est par le fait de devoir courir tout au long du match. Un Messi, il a la capacité de se reposer sur un match parce qu'on sait qu'il est au-dessus. Enfin voilà, il a ce loisir-là. Les joueurs de l'Atlético, ils n'ont pas ce loisir. Ils sont un petit peu en dessous en termes de talent pur. Et donc, cette différence de talent, c'est par l'agressivité, c'est par les courses qui doivent compenser. Simeone répète souvent que l'équipe qui gagne au football, c'est le plus souvent l'équipe qui court le plus. Voilà. Et lui, même sur le bord du terrain, il est toujours sur le qui-vive, toujours à appeler ses joueurs. Il me disait, si je vois un joueur qui ne bouge pas, ça me met en transe. Ça me met en transe parce que je sens qu'il est plus dans le match et moi-même je dois me mettre en transe pour qu'il voit qu'il doit s'activer, que voilà, c'est un rapport entraîneur-joueur très vif, très important pour lui. C'est pas seulement laisser parler ses émotions, c'est pas seulement pour ça qu'il paraît passionné sur le terrain, qui crie dans tous les sens, c'est aussi pour que ses joueurs fassent la même chose sur le terrain. Il te disait, je le cite, la peur te rend meilleur, la peur te rend rebelle, la peur te fait rester en alerte. Être tranquille, c'est toxique. Le meilleur état mental d'un footballeur, c'est quand il a peur. Ça l'oblige à être à son meilleur niveau. Mais cette exigence, messieurs, cette façon d'exercer un pressing très agressif, de rester dans cette peur, est-ce que ce n'est pas à l'origine d'une forme d'épuisement des troupes en présence ? Alors c'est sûr que ça use. Je pense qu'il n'use pas ses joueurs aussi rapidement que peut le faire par exemple un Mourinho. Comme dit Antoine, il a cette capacité, ce talent pour galvaniser ses joueurs. En revanche, son style de jeu, sa philosophie, elle demande énormément de pressing, d'intensité, de course. Il faut un bloc équipe avec des lignes très resserrées. Donc il y a cette formidable faculté à l'Atlético de pouvoir jouer très bas et tenir très longtemps en jouant très bas. Je pense que même le gardien finalement joue bas, puisque Oblak c'est pas quand même un gardien qui est amené à faire beaucoup de sorties aériennes, mais en revanche c'est peut-être le meilleur gardien du monde sur sa ligne grâce à ses capacités de réflexe. Donc il y a une forme de lassitude d'une certaine façon, parce que ça fait 8 ans et demi que Simeone est arrivé, qu'il a perdu des tauliers, et du coup il doit insuffler et continuer à donner cette philosophie aux joueurs avec un petit peu moins de talent dans son effectif que les deux gros Barça et Real en Liga. Et puis Cyril, il y a quand même un certain nombre de blessés, notamment physiques. Là, en ce moment, des blessures musculaires. On ne parle pas de Diego Costa et de sa hernie discale. Hein, ça le fera revenir au mois de mai. Mais on parle de Coquet, de Kylian Trippier, de José María Jiménez et de Thomas Lemar. Ils sont tous les 4 blessés avec des blessures musculaires. Alors Lemar, c'est pas une grosse perte, parce que vu ce qu'en pense Simeone et ce qu'il a apporté, c'est-à-dire très peu de choses depuis qu'il est arrivé, ça les dérange pas. Oui, je pense que l'absence principale, c'est Jiménez, qui fait beaucoup de mal, même si Godin a été remplacé par un Brésilien qui s'appelle Felipe, qui a tenu aussi la baraque, mais lui aussi s'est blessé. Savic est constamment blessé. Arias,
il y a vraiment une épidémie en défense qui est terrible. Et donc, Il y a on même, l'a dit. Cyril, ça me fait penser, il y a même le latéral droit, Sime Versalco, le croate, qui est opéré toujours- du genou en 2019, qu'on n'a pas revu là depuis un an. qu'on n'a pas revu, et donc ça déséquilibre forcément l'équipe, les lignes les automatismes sont pas là, comme on l'a dit, ça sert. Alors Renan Lodi, ça c'est une erreur de recrutement. Pour l'instant, ça fonctionne pas hyper bien, et on pourra y revenir aussi, c'est que depuis quelques mois là, ils ont fait quelques erreurs de recrutement en plus, et donc enlever Saoul du milieu pour le mettre latéral gauche, du coup il manque Saoul au milieu forcément, et puis oui, quand Coquet se blesse, ça fait un gros vide, et c'est très compliqué. On a eu la blessure de Jean-Félix aussi, qui l'a empêché d'avoir une certaine continuité. Il était en pleine phase d'adaptation et il a arrêté un mois et demi. Ça fait beaucoup. Je pense que ce qui peut expliquer aussi la première partie de saison difficile de l'Atlético, c'est qu'il y a quand même toute une défense à repenser. Et quand on connaît la philosophie de Simeone, qui est aussi basée sur une équipe extrêmement solide, qui encaisse peu de buts, qui est très forte sur coup de pied arrêté. On a parlé du départ de Godin, de la blessure de Jiménez, il y a aussi le départ de Lucas Hernandez. Donc ça fait beaucoup de joueurs qui faisaient partie du socle défensif. Et comme tu disais, il y a beaucoup de recrues. Il y a Renan Lodi, il y a Felipe, il y a Hermoso. Il y a Trippier. Moi, je trouve que Trippier, c'est peut-être celui qui s'en sort un peu mieux que les autres dans les recrues défensives, parce qu'il a son volume de course et qu'il apporte aussi un peu offensivement et dans les centres. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à refaire, surtout quand on sait que l'Atlético avait ce gros point fort de la défense avec dans l'axe des joueurs comme Godin ou Jiménez ou Lucas Hernandez avec alternativement arrière-gauche ou arrière-central. Et alors, ce sont certainement les vases communicants. Donc, on a parlé de fatigue, de lassitude, et puis donc de la difficulté à rebâtir une défense. Et puis, il y a aussi une autre caractéristique du jeu insufflée par Simeone, qui est en berne, c'est l'efficacité offensive. C'est une explication centrale dans les difficultés de l'Atlético cette saison. Et messieurs, depuis 2011, il y a pourtant toujours eu des attaquants tueurs chez les Colchoneros, des buteurs. On pense à Diego Costa, on pense à Falcao, à David Villa, à Mario Mandzukic, et puis bien sûr à Antoine Griezmann, parti l'été dernier. Bah oui, c'est aussi le principe. L'Atlético repose sur l'efficacité de ses attaquants. On l'a dit, c'est une équipe qui a pas le ballon très souvent, ou en tout cas moins souvent que certains gros. Et c'est une équipe qui va pas avoir 15 grosses occasions par match. Donc si on la met pas au fond, et c'est notamment l'une des choses qu'a largement perturbé les débuts de Jean-Félix, qui a dû s'adapter à ce jeu, qui venait d'une équipe Benfica qui s'éclate et qui avait énormément d'occasions. Il marquait beaucoup, mais c'est un gamin et il a coûté 120 millions, et aujourd'hui il se retrouve à avoir une ou deux occasions par match, et s'il les met pas, ça pose problème. Et c'est ce qui s'est passé, et en plus donc il s'est blessé. Quand on n'a pas un joueur efficace devant, comme pouvait l'être Griezmann, qui à la fois travaille comme un dingue, qui apporte en plus une touche de folie qui n'existe plus aujourd'hui, et qu'on le remplace par un petit jeune de 19 ans qui est pas encore mature au niveau de son jeu, ça c'est compliqué. Et puis voilà, il n'y a pas que lui, Morata. Justement, si on parle là, des associations aujourd'hui, Cyril, un simple regard aux compositions là, de Simeone interpelle. Il tâtonne, il a tenté une demi-douzaine d'associations en attaque, donc dans le 4-4-2 que nous décrivait Antoine. Il y a eu Costa-Félix, Costa-Morata, Morata-Félix, Correa-Morata, Correa-Costa, et même Vitolo-Morata. Antoine, le bilan, est-ce qu'on ne peut pas le dire, c'est que les Madrilènes semblent orphelins offensivement de Griezmann. C'est donc la 12e attaque de Liga, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 22 buts marqués seulement en 20 matchs. Et puis, c'est la 9e équipe en termes de tirs cadrés en championnat espagnol. Oui, 22 buts en championnat après 20 journées, c'est le pire total depuis que Simeone est à la tête de l'Atlético. Pour avoir un ordre de comparaison, c'est à peu près 10 buts de moins que ce que l'Atlético fait à ce niveau de la saison. D'habitude, c'est à peu près 32 buts. Là, c'est 22. On a parlé de Griezmann. Griezmann, c'est comme Cristiano Ronaldo, il rapportait une trentaine de buts en championnat au Real Madrid chaque saison. Griezmann, c'était entre 15 et 22 buts en championnat. Donc déjà, si on rajoute les buts de Griezmann, on se rapproche un petit peu plus des 32 habituels. Il y a aussi Coquet et Saoul. Tous les autres joueurs, en fait, ils avaient l'habitude de marquer leurs 5-6 buts.
il marque moins. Koke Saoul marque plus de buts. Il y a plus Godin qui aussi marqué sur corner. Depuis le début de saison, l'Atlético en championnat, c'est un seul but sur corner. Alors que c'était un des points forts, les coups de pied arrêtés de l'Atlético, parce qu'il y avait Godin dans le jeu aérien, parce qu'il y avait Griezmann dans le jeu aérien, qui est aussi un des meilleurs joueurs du monde de la tête. Voilà, donc il y a le problème de ce deuxième attaquant, Diego Costa, qui s'est blessé, du fait qu'il n'y a pas eu la recrue, il n'y a pas eu Rodrigo l'été dernier dont on avait parlé. Il n'y a pas encore Cavani, mais voilà, c'est une obsession. On va sûrement en parler. Mais il y a aussi les autres joueurs les milieux de terrain, les défenseurs, qui marquent pas leurs quelques buts qu'ils marquaient avant. Voilà, donc c'est toute cette conjonction de facteurs qui fait que l'Atlético marque très très peu pour une équipe de son calibre. Et puis les recrues, hein, c'est ce que tu as commencé à expliquer, Cyril, avec João Félix. Les recrues ne donnent pas satisfaction. Hein. Morata, prêté par Chelsea il y a un an, en janvier, lui, il est inconstant. Bon, Costa, lui, il est revenu l'été 2018, mais il est blessé pour le moment. Et puis, tu l'as dit, la principale déception, c'est João Félix. Hein, donc 20 ans, arrivé pour 126 millions d'euros du Benfica. C'est tout simplement le 4e transfert le plus cher de l'histoire du foot. Et puis, le Portugais, la mi-saison, c'est 4 buts, une passe décisive seulement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a vraiment le profil, en fait, pour s'adapter à ce jeu de l'Atlético ? Parce qu'on sait que c'est un joueur très fin techniquement. Est-ce qu'il correspond vraiment au profil attendu d'un attaquant ou en tout cas d'un milieu offensif de l'Atlético ? Alors c'est peut-être pas le profil type comme on pourrait l'imaginer par exemple pour Cavani, dont on va évoquer le cas un petit peu plus tard, mais il y a eu des joueurs comme Griezmann, il y a eu des joueurs comme David Villa, et ce n'étaient pas non plus des joueurs avec une carrure folle. Ce qu'il faut, c'est que ce type de joueur soit accompagné par un autre pivot, comme pouvait l'être Diego Costa à un moment. Et c'est sûr que là, Diego Costa, pour caricaturer, il est soit sur le flanc, soit expulsé, soit en méforme. Donc c'est plus délicat pour João Félix, qui doit digérer ce très gros transfert, si on veut lui donner des circonstances atténuantes. Je crois aussi, à son arrivée de la Real Sociedad, Griezmann a eu besoin aussi d'un temps d'adaptation pour arriver à ingurgiter les doses d'entraînement de Simeone, à répéter toutes ses courses, et notamment les courses défensives en match. Donc il lui faut un petit peu de temps. On sent un talent indéniable. Alors certes, il a le poids de son transfert sur les épaules. C'est 126 millions d'euros. C'est très cher. Il a quelque chose. Il a de l'élégance. Il a cette faculté à accélérer. Pour l'instant, il semble aussi un peu paniqué quand il arrive dans la surface de réparation. Il lui manque ce côté lucide pour augmenter ses statistiques. On pense quand même à son ancien entraîneur, Bruno Lage, son entraîneur à Benfica. On rappelle que la saison passée, João Félix, c'est 20 buts, 11 passes décisives avec le Benfica, ce qui explique son transfert. Hein. Évidemment, il avait 19 ans à ce moment-là, au moment du transfert. Mais Bruno Lage parlait justement de lui, de ses déplacements, de ses dribbles, de ses buts, et puis de la façon dont il aide l'équipe à défendre. Il dit ça paraît tellement simple et ça change tout. Antoine, est-ce qu'il participe complètement aux tâches défensives, au travail laborieux qu'on attend des attaquants de l'Atlético ? Oui, il participe et c'est presque là le problème. C'est que c'était un excellent joueur avec le Benfica. L'Atlético Madrid, on l'a dit, c'est un jeu très particulier qui repose beaucoup sur la dépense physique. Il y a un chiffre qui est très révélateur sur João Félix. Il a apparu 22 fois depuis le début de saison sous le mode de l'Atlético. Sur les 22 fois, il n'y a que 4 matchs qu'il a terminé. C'est-à-dire que Diego Simeone, quasi systématiquement, il le sort à la 60e, 70e, 80e, parce qu'il n'a plus de gaz. Tout simplement parce que le jeu de l'Atlético demande beaucoup de gaz, il en a plus, il en a pas suffisamment pour finir les matchs, et il en a pas non plus suffisamment quand il arrive face au but, parce que une fois qu'on a défendu comme le veut Diego Simeone, il faut ensuite pouvoir attaquer. Antoine Griezmann, il était capable de le faire, mais João Félix, c'est un joueur très jeune qui doit s'adapter aux préceptes de Simeone. C'est un joueur très jeune et qui physiquement doit encore progresser, et donc effectivement il fait les tâches défensives, mais pour l'instant il a du mal à les faire et à les faire en même temps qu'attaquer, quoi. On lui demande les deux et pour l'instant il a du mal à faire les deux. Je pense que sur le papier, son association avec Diego Costa semblait parfaite, parce que Diego Costa, c'est un combattant hallucinant qui correspond parfaitement à ce que veut mettre Simeone, et il aurait pris les coups entre guillemets à la place de Félix. Il aurait fatigué la défense et Félix aurait été un peu déchargé du minimum de tâches défensives qu'on puisse lui enlever et que Simeone puisse lui accorder. Mais c'est vrai que Félix
tournant autour d'un Costa dans ses meilleures dispositions, ça aurait été vraiment quelque chose de très intéressant à voir et l'Atlético serait mieux aujourd'hui, mais il a une hernie et ça guérit pas. Et aujourd'hui, Diego Costa manque beaucoup de son pressing et l'influence qu'il aurait pu avoir aussi sur Félix, par exemple. Et quoi de mieux, du coup, pour relancer l'intérêt pour le Matador, pour Edinson Cavani. Alors, l'Atlético a fait une première proposition de 10 millions d'euros pour l'Uruguayen. Le PSG juge cette offre trop basse, sauf que Cavani, de toute façon, sera libre l'été prochain. On sait que Simeone l'adore et le suit depuis longtemps. Lui, clairement, c'est le profil type pour El Cholo. C'est un attaquant qui court partout, qui est le premier à lancer le pressing, qui peut être capable de revenir dans sa propre surface pour faire un sauvetage, et ça plaira énormément, ce côté généreux au Wanda Metropolitano. Alors ça peut être dès janvier si l'Atlético parvient à convaincre le Paris Saint-Germain de le céder à 6 mois de la fin de son contrat. Ça peut être cet été. On a vu que les parents d'Edinson Cavani estimaient eux aussi que ce transfert, en tout cas cette destination à l'Atlético de Madrid, était celle idoine pour leur fils. C'est un joueur qui, en revanche, manque de temps de jeu, manque aussi de confiance depuis sa blessure en haut de la cuisse. Sur une frappe, il avait rechuté. Il joue beaucoup moins puisqu'Icardi lui a pris la place au PSG. Il faut voir aussi dans quelles conditions, dans quelle forme il arriverait à l'Atlético, s'il n'aura pas des séquelles de cette saison quasiment blanche au Paris Saint-Germain. On rappelle qu'Edinson Cavani a 32 ans et bien sûr c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, donc Paris ménage évidemment les supporters parce que ce n'est pas simple de faire partir Edinson Cavani. Juste un petit mot sur cette histoire peut-être, Antoine. Ça fait un moment que Simeone fait la cour à Cavani. Il avait même, je crois, un moment mis Diego Godin lorsqu'il était donc encore à l'Atlético jusqu'à l'été dernier sur le coup pour prendre les premiers contacts, puis il l'appelle régulièrement. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre ces deux hommes. Oui, comme l'a dit Emmanuel, il y a peu d'attaquants qui courent autant qu'Edinson Cavani, qui sont autant dans le don de soi. Devant le but, c'est aussi un des meilleurs attaquants du monde. Il est dans les, peut-être pas dans les 10, dans les 20 meilleurs attaquants du monde. Il est disponible. L'Atlético a besoin d'un attaquant depuis assez longtemps. Il coche parfaitement toutes les cases, d'autant qu'il apporte aussi un supplément d'âme, un peu de caractère à cette équipe de l'Atlético. C'était une des caractéristiques de l'équipe. On a l'impression qu'on l'a un peu perdu. On l'a un peu perdu cette saison avec tous les départs, avec les départs de Godin, de Felipe Luis, de Lucas Hernandez. Voilà, il y a beaucoup de joueurs de caractère, les Gabi la saison d'avant, qui sont partis. L'équipe a gagné un petit peu en talent. Exemple, Joao Félix. Mais voilà, Cavani, sur le terrain, c'est l'assurance d'avoir quelqu'un d'avoir un mort de faim, quoi, tout simplement. Et c'est en ça qui répond vraiment aux critères de Simeone. Ce caractère qui a fait défaut à l'Atlético là en Liga, on l'a dit, on va terminer ce numéro donc avec ce qui attend l'Atlético pour cette deuxième moitié de saison. Ils sont 3e de Liga après 20 journées, on l'a dit en début d'épisode, à 8 longueurs donc du Barça et du Real. Le derby à Bernabéu se profile, ce sera le 1er février. Pour le titre, ça s'annonce compromis. L'objectif, c'est quoi ? C'est désormais d'assurer le top 4 pour au moins être en Ligue des Champions la saison prochaine. Oui, et puis pour les supporters des Colchoneros, c'est quelque part frustrant puisque il y a eu des erreurs de la part du Real qui a très mal commencé, du Barça qui a laissé des points de façon inhabituelle et qui a même changé d'entraîneur en cours de saison en faisant partir Valverde pour Quique Setién. Quand on regarde le rythme actuel du Barça et du Real, c'est 43 points en 20 journées. Donc on est sur les bases environ de 80 points à la fin de la Liga, quand on sait qu'il y a déjà eu des saisons à 100 points, où ça tournait autour de ces 100 unités. Donc l'Atlético devrait être à la lutte idéalement avec ces deux gros, compte tenu du rythme plutôt moyen du Real et du Barça. Mais il y a eu énormément de matchs nuls en championnat, des choses concédées contre Valladolid, contre Vigo, des défaites aussi surprenantes même en Ligue des Champions à Leverkusen. Je crois que l'Atlético doit en être à 8 matchs nuls en 20 journées. Donc ça fait beaucoup trop, ça fait des points laissés en route. C'est lié notamment à ces difficultés offensives, puisque ce sont énormément de matchs qui se terminent par un match nul en raison de l'incapacité de l'Atlético à marquer, tout simplement. Donc ça fait
Entre cet effectif régénéré, cette perte de stars et les difficultés offensives, les blessures, l'Atlético n'arrive pas à suivre un petit rythme du Barça et du Real. Et pourtant, ça fait 7 saisons de suite que l'Atlético termine sur le podium de la Liga. Tu as commencé à en parler, Emmanuel. Du coup, on imagine que là, il va y avoir une concentration, certainement, d'attention, d'énergie sur la Ligue des Champions. Sauf que le problème, c'est que c'est un os qui attend les Madrilènes avec Liverpool, tout simplement. Le 8e de finale aller, ce sera le 18 février, donc au Wanda Metropolitano. Est-ce qu'ils ont les armes pour freiner, à défaut de stopper cette vague rouge ? La Ligue des Champions, là, vu l'état de leur défense, vu l'état de leur équipe actuellement, face à Liverpool, qui en plus a une avance folle en Première Ligue, va pouvoir faire tourner, arriver à frais en Ligue des Champions, ça paraît extrêmement compliqué pour l'Atlético de passer cet écueil. Et aujourd'hui, ils sont très loin en championnat, en Liga. Donc effectivement, leur but, c'est de terminer top 4. Et puis... Alors, malgré tout, l'Atlético reste... Ça peut paraître surprenant avec tout ce qu'on a dit sur la reconstitution de sa défense, malgré les départs de Juan Fran, de Godin, de Felipe Luis et de Lucas Hernandez. Ça reste la deuxième défense de Liga avec 14 buts encaissés derrière le Real, 13 buts. C'est un motif d'espoir, justement, cette défense. Et puis on sait, Antoine, que l'Atlético n'est jamais tout à fait le même dans les matchs à élimination directe. Il a prouvé à maintes reprises ces dernières années en Europe. Oui, moi je vais être un peu moins négatif. Effectivement, il y a eu un grand renouvellement du secteur défensif, mais comme tu l'as dit, l'Atlético garde des chiffres défensifs remarquables. C'est une équipe qui sait se transcender sur les matchs à élimination directe. C'est une équipe qui aura peut-être Edinson Cavani dans son effectif. C'est une équipe qui aura peut-être, voire sûrement, Diego Costa au moins pour le match retour. C'est pas rien, parce que la saison dernière, quand l'Atlético s'est fait sortir, c'était par la Juventus. L'Atlético avait remporté 2-0 le match aller face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. Diego Costa était là, il n'était pas là au match retour. Là, ils ont perdu 3-0. L'Atlético avec ou sans Diego Costa, c'est pas la même chose. On l'a dit aussi, l'association Diego Costa-Joao Félix, en pré-saison, elle l'a montré, elle peut être assez terrible. Donc, effectivement, c'est Liverpool, effectivement, c'est contre une équipe qui marche sur l'eau, mais l'Atlético garde son socle défensif, sera peut-être sûrement renforcé. Donc pourquoi pas, l'Atlético l'a déjà fait, pourquoi ne le referait-elle pas? Et puis on rappelle que même cette saison, il y a eu des remontées fantastiques. Il y a eu la Juve en poule, c'était en septembre, menée 2-0, puis finalement match nul de partout. Ou bien, plus récemment, la plus proche de nous, en Supercoupe d'Espagne, où l'Atlético était mené 2-1 par le Barça avant de l'emporter 3-2. Donc il y a quand même des signes positifs pour cet Atlético. Oui, il y a d'autres motifs de satisfaction, puisque c'est quand même une formation extrêmement redoutable et que personne n'a envie d'affronter quand on est en tirage au sort, même quand l'Atlético n'est pas tête de série. Je ne suis pas persuadé que Liverpool soit ravi d'affronter l'Atlético de Madrid, puisqu'il faudra quand même réussir 2 très bonnes prestations pour et marquer des buts et éliminer cet Atlético de Madrid. Et puis, malgré tout ce qu'on a pu soulever comme bémol dans ce début de saison, avec les blessures, avec le départ des cadres, il reste quand même une ossature de qualité avec Jan Oblak dans le but, avec Jiménez quand il sera revenu de blessure derrière, Thomas Partey et Saúl Ñíguez au milieu. Je pense que ça s'enclenchera aussi un petit peu mieux devant pour Joao Félix. Donc il y a quand même des très bons motifs d'espoir. Il y a des joueurs comme Marcos Llorente qui pourront aussi avoir un petit peu plus de temps de jeu. Et dans les confrontations directes, il faut toujours se méfier de l'Atlético, quel que soit l'adversaire. Ça pourrait faire une deuxième partie de saison bien plus agréable. On va terminer sur cette touche optimiste en vous rappelant que le mois de février de l'Atlético est tout de même singulièrement périlleux. Le Real, Grenade, Valence en Liga, puis Liverpool sont les 4 premiers matchs du mois de février pour l'Atlético. Merci messieurs. Emmanuel Beaujean, Cyril Olives-Berthet et Antoine Maumont de Longevial. Merci infiniment à Louis Godefroy à la réalisation et à l'édition de cet épisode. La semaine prochaine, vous retrouverez, comme promis, Marie-Amélie Motte à la présentation. On l'embrasse. À très bientôt.